Je te l'avais bien prédit, n'est-ce pas? Il suffit de quelques démonstrations de force pour que tu retrouves enfin ton sens du devoir et ton obéissance, murmura mon fils, Bastien, ce matin-là, sa silhouette massive et menaçante encadrée par le vieux chambranle de la porte du salon. Il observait avec une satisfaction manifeste et presque indécente l'ordre impeccable de la demeure et la table soigneusement dressée, comme si nous nous apprêtions à célébrer une fête d'une importance capitale. Il était revenu à peine quelques heures après sa dernière explosion de rage, cet instant de ténèbres où il m'avait projeté violemment sur le carrelage froid de la cuisine, me laissant le souffle coupé et l'âme meurtrie. Il se tenait là, immobile, arborant ce sourire empreint d'une arrogance insupportable, celle que l'on ne trouve que chez les hommes persuadés d'avoir enfin dompté une volonté plus forte que la leur. La table était recouverte d'une nappe en damas de couleur crème, un héritage précieux que j'avais reçu de ma propre mère et que je ne sortais que pour les grandes occasions. La porcelaine fine de Saxe scintillait sous les premières lueurs du jour, et au centre, une carafe d'eau fraîche agrémentée de tranches de citron semblait saluer l'arrivée de quelque chose de nouveau, de fondamental. Bastien s'avança d'un pas lent, humant avec délectation l'odeur du pain que je venais de sortir du four, intimement convaincu que ses mains violentes avaient enfin réussi là où ses paroles n'avaient semé que de la rancœur. Pourtant, au moment précis où il allait découvrir la raison profonde de cette mise en scène, lorsqu'il comprendrait enfin pour qui ce festin avait été réellement préparé, il se figea, frappé par une stupeur totale. Car en cet instant, ce n'était pas son retour que je célébrais. Je fêtais ma libération, le premier jour de ma nouvelle existence sans lui. Tout ce cauchemar avait pris racine bien avant ce dernier affront physique, il y a maintenant cet hiver, par un mardi de novembre d'une grisaille étouffante. Bastien était apparu sur mon perron, 2 sacs de voyage décrépits à la main, ce regard de chien battu qui m'avait instantanément broyé le cœur de mère. Ce n'est que pour quelques semaines, maman, le temps que je reprenne mes esprits, m'avait-il murmuré, et comme toujours, j'avais ouvert mes bras, ma porte sans poser la moindre question. Mon fils unique venait de perdre son emploi, sa femme l'avait quitté, il prétendait avoir besoin d'un refuge pour se reconstruire. Je possédais cette maison, devenue bien trop vaste pour une veuve solitaire, bien trop silencieuse depuis le départ irréversible de mon époux. J'étais persuadée que cette situation serait éphémère. Je croyais naïvement que mon amour maternel, inconditionnel, patient, posséderait le pouvoir de guérir ces blessures invisibles. Je me racontais tant de mensonges à moi-même, des fables destinées à rendre supportable le poids de ce qui allait suivre. Les premières semaines furent, en apparence, gérables pour mon esprit fatigué. Bastien dormait jusqu'à des heures indues, passait ses journées devant des programmes télévisés sans intérêt, consommait ce que je lui préparais avec soin. Il ne manifestait aucune intention de chercher un nouvel emploi, il ne créait pas encore de conflits ouverts. Je justifiais son apathie par une dépression profonde, me disant qu'il lui fallait du temps pour digérer ses échecs. Je débarrassais ses assiettes, lavais son linge, lorsqu'il m'arrivait de l'interroger sur ses projets d'avenir, il esquivait la conversation ou s'enfermait brutalement dans sa chambre. J'appris ainsi à ne plus poser de questions. J'appris à marcher sur la pointe des pieds dans ma propre demeure pour ne pas troubler son repos artificiel. Je compris trop tard que ma vie ne m'appartenait déjà plus, qu'elle m'avait été volée par celui que j'avais porté. Le premier éclat de voix déchira le silence au cours du 3e mois de sa présence. J'avais préparé un ragoût de poulet pour le dîner, Bastien exigeait du bœuf, d'un ton qui ne souffrait aucune réplique. « Es-tu incapable de réussir quoi que ce soit correctement » hurla-t-il soudain, avant de projeter son assiette contre le mur de la cuisine. Les éclats de céramique couleur crème s'éparpillèrent sur le sol comme autant de fragments de ma propre dignité bafouée. Je m'agenouillai pour les ramasser, m'excusant platement, lui promettant de satisfaire chacun de ses futurs désirs. Cette nuit-là, en pensant mon doigt entaillé par un morceau de porcelaine, je me persuadai que l'incident était de ma faute. Je me dis qu'il m'aurait fallu l'interroger sur ses envies, être plus attentive aux signes, plus vigilante dans mon service. C'est ainsi que commence la chute vers l'abîme. On se met à justifier l'injustice. Les éclats de voix devinrent ma routine quotidienne, le fond sonore de mon existence. Bastien trouvait à redire sur tout ce que je faisais. La nourriture était soit trop froide, soit trop épicée, ou manquait cruellement de sel selon son humeur. La maison était jugée mal entretenue, bien que je passe des heures entières à astiquer chaque recoin. Il m'accusait de faire trop de bruit quand il voulait dormir. Il me reprochait mon silence quand il exigeait de la compagnie. Il prétendait que je gaspillais l'argent pour la nourriture.
Il affirmait que je ne faisais pas assez de provisions. Chaque jour apportait son lot de nouveaux reproches, je tentais, comme une automate, de satisfaire ses exigences les plus irrationnelles. Je me levais à 5 heures du matin pour que son petit déjeuner soit prêt à 7 heures, même s'il n'émergeait que vers midi. Je repassais ses chemises avec une minutie maniaque, alors qu'il ne franchissait jamais le seuil de la porte. Je cuisinais 3 variantes pour le repas du soir, par crainte qu'aucune ne trouve grâce à ses yeux de tyran. Et malgré tous mes efforts, ce n'était jamais suffisant pour apaiser sa rancœur. Après 1 an de cohabitation, les cris ne suffirent plus à Bastien pour exprimer son mépris. Il commença à utiliser la force physique. Ce fut d'abord une bousculade accidentelle parce que je me trouvais sur son chemin, puis une poigne trop serrée sur mon bras quand je ne réagissais pas assez vite à ses ordres. Un jour, il me tordit le poignet parce que son café n'était pas servi à la température exacte qu'il exigeait. C'était un accident. « Maman, tu es si fragile », me dit-il sans même daigner croiser mon regard. Et moi, mon Dieu, je choisissais de le croire, car accepter la réalité aurait signifié admettre que mon fils unique, ce bébé que j'avais nourri protégé, était devenu mon bourreau. Je cessai de fréquenter mes rares amis. Claire m'appelait fidèlement chaque semaine pour me proposer une promenade au parc ou un moment au café. Mais Bastien manifestait toujours un besoin impérieux au moment précis où je m'apprêtais à sortir. Il se plaignait d'une faim soudaine, d'une migraine insupportable, ou me fixait simplement avec ses yeux qui hurlaient. « Ne t'avise pas de m'abandonner seul ici. » Je finis par décliner chaque invitation. 1 fois, 10 fois, jusqu'à ce que Claire cesse définitivement de m'appeler. Mon horizon social se réduisit à lui seul, dans cette maison qui empestait désormais le ressentiment, la nourriture réchauffée. Les voisins commencèrent à remarquer des signes inquiétants. Solange Meyer, ma voisine de palier, m'interrogea un jour sur la provenance d'une ecchymose sombre sur mon avant-bras. Je suis tombée dans l'escalier, mentis-je avec aplomb, en rabattant précipitamment la manche de ma blouse. Elle me fixa avec cette expression qui signifie « Je sais que tu mens, je ne te forcerai pas à parler ». Et je n'éprouvais pas de honte pour la blessure elle-même, pour ma propre lâcheté, pour avoir laissé cet homme faire de moi une étrangère à mes propres yeux. L'étape suivante fut le contrôle total de mes ressources financières. Ma pension de veuve, une somme qui me permettait autrefois de vivre avec une dignité paisible, fut sa nouvelle cible. Mais Bastien prétendait avoir des besoins impérieux. Il exigeait des produits de luxe, du tabac de marque, de l'argent pour des recherches d'emploi qui n'existaient pas. Au début, je lui donnais quelques billets quand il le demandait. Puis les sommes augmentèrent, jusqu'au jour où il s'empara purement simplement de ma carte bancaire. C'est plus rationnel ainsi. Maman, je vais gérer le budget familial avec plus de rigueur, déclara-t-il, je le laissais faire comme une idiote sans défense. Je devais désormais lui demander l'autorisation pour mes propres médicaments, pour la nourriture la plus basique, pour exister. Ma vie se résuma à une suite de rituels destinés à préserver une paix fragile. Me réveiller avant lui, préparer son café selon un protocole strict, très noir, avec 2 sucres exactement. Marcher pieds nus pour ne pas troubler son sommeil de plomb, cuisiner en silence pour ne pas l'irriter par ma voix. Regarder la télévision dans ma chambre avec un volume si bas que je devinais plus les dialogues que je ne les entendais. Respirer avec précaution, comme si le simple fait d'occuper l'espace pouvait déclencher sa fureur. Et le plus tragique, c'est que ce système de soumission totale semblait fonctionner. Tant que je restais une ombre, Bastien demeurait relativement calme. Même les ombres ont leurs limites, j'étais sur le point d'atteindre les miennes. La rupture définitive survint un jeudi soir d'une tristesse infinie. J'avais préparé une simple soupe de légumes, car nos ressources s'amenuisaient, il ne restait que peu d'argent sur le compte. Bastien entra dans la cuisine, fixa le bol fumant, son visage se tordit dans un rictus de dégoût profond. « Encore de la soupe, cette bouillie pour miséreux !» cracha-t-il avec une haine palpable. Je tentai d'expliquer que nous devions être économes, que les dépenses du mois avaient été excessives, que nous pourrions chercher ensemble des solutions pour réduire les coûts. Ce fut ma dernière erreur, une erreur que je paierais de ma propre douleur physique. Bastien s'approcha de moi avec cette lenteur effrayante qui précédait ses pires accès de violence. Il saisit le bol à 2 mains, le renversa brutalement sur la table. Le liquide brûlant se répandit sur la nappe, tacha le sol et éclaboussa mes mains nues. Je restai pétrifié, sentant la brûlure sur ma peau, la peur qui m'envahissait était bien plus paralysante que la douleur. « Sais-tu quel est ton véritable problème, maman ?»
murmura-t-il en se penchant si près que je sentais l'odeur du tabac froid sur son haleine. Tu n'as jamais compris quelle était ta place ici. Ton mari était bien trop laxiste avec toi, sache que je ne commettrai pas la même erreur de jugement. Ce qui suivit se déroula à une vitesse telle que mon cerveau mit plusieurs secondes à enregistrer l'impact. Sa main s'écrasa sur mon visage avec une telle violence que je fus projeté au sol. Ma hanche, mon coude, mon épaule percutèrent le carrelage avec un bruit sourd définitif. Je ressentis une douleur lancinante au niveau des côtes, m'empêchant de respirer normalement pendant un instant. Je n'entendais plus que sa voix, à la fois proche, lointaine, résonnant comme un verdict. « Relève-toi, nettoie ce désordre, prépare-moi quelque chose de comestible, vieille inutile. » J'entendis ses pas s'éloigner vers le salon. Le son de la télévision envahit la maison, les rires enregistrés d'une comédie quelconque semblèrent se moquer de ma détresse. Je restai là, prostré sur le sol, pendant de longues minutes. Je ne me relevai pas immédiatement car quelque chose de fondamental s'était brisé en moi. Ce n'était pas un os, c'était la dernière étincelle d'espoir que je nourrissais envers mon propre fils. L'espoir qu'il redevienne un jour le garçon que j'avais connu s'était évaporé dans l'air froid de la cuisine. L'homme qui occupait ma maison était un prédateur portant le masque de mon enfant, son cœur était celui d'un étranger. Avec des gestes d'une lenteur douloureuse, je finis par me redresser, m'adosser contre les meubles bas de la cuisine. Ma lèvre était fendue, le goût métallique de la douleur emplissait ma bouche. Ma joue pulsait, je sentais la peau se tendre sous l'effet de l'hématome qui se formait. Mais le plus insupportable n'était pas la souffrance physique, c'était le silence oppressant qui suivit l'acte de malveillance. Bastien était dans l'autre pièce, indifférent à mon sort, riant devant son écran alors que je saignais à quelques mètres de lui. Pour lui, cet instant n'était qu'un jeudi comme les autres, une simple formalité de son pouvoir. Je nettoyais les traces de soupe avec des mains tremblantes, chaque mouvement étant une torture pour mes côtes froissées. Je devais probablement avoir une fêlure, l'idée d'aller dans un établissement de soins m'était interdite. Comment expliquer ces marques sans avouer la vérité indicible? Je rinçai mon chiffon à l'eau froide, restai de longues minutes à fixer mon reflet déformé dans la vitre sombre de la fenêtre. Je ne reconnaissais plus la femme qui me faisait face. Ses cheveux étaient gris terne, ses yeux éteints, sa posture celle d'un être vaincu. Quand avais-je cessé d'être Marguerite pour devenir cette chose apeurée, vouée au service à la souffrance? Cette nuit-là, je ne préparai aucun autre repas. Je me traînai jusqu'à ma chambre, verrouillai la porte, m'assis sur le bord du lit dans l'obscurité. Bastien finit par sortir de la maison, sans doute pour aller dépenser mon argent en nourriture en distraction. Je touchai mon visage enflé, pour la première fois depuis des années, je m'autorisai à pleurer, non pas de tristesse, de rage, de honte. Vers 3 heures du matin, j'entendis le bruit sourd de ses pas dans le couloir, le claquement de sa porte, puis le retour du silence. Je restai éveillé jusqu'à l'aube, écoutant chaque battement de mon cœur, chaque douleur physique me rappelant ma condition. Et dans cette obscurité, une certitude glaciale finit par émerger du fond de mon âme. Ce n'était pas une pensée fugitive, une révélation. Si je restais ici, Bastien finirait par causer l'irréversible. Un jour, un coup serait trop fort, trop précis, je cesserais de respirer sur ce carrelage pendant qu'il regarderait la télévision. Je ne pouvais pas permettre que ma vie s'achève ainsi, après 66 ans de lutte de joie. Je ne mourrais pas comme une victime entre les mains de mon propre enfant. Si je devais partir, ce serait selon mes propres termes, avec ma dignité retrouvée. La décision était prise. Je devais fuir, cette certitude me donna une force que je croyais disparue à jamais. La clarté de mon esprit était devenue mon arme la plus précieuse. Je me levai au moment où les premiers rayons du soleil perçaient les rideaux, traçant des lignes d'or sur le parquet. Mon corps hurlait de douleur, je me forçai à atteindre le petit bureau dans le coin de ma chambre. J'ouvris le tiroir secret que je gardais toujours verrouillé, en sortis un vieux carnet de comptes. Entre les pages jaunies se trouvait une enveloppe contenant les quelques billets que j'avais réussi à dissimuler au fil des mois. C'était ma réserve de secours, mon ultime secret, 300 € exactement. Ce n'était rien face à l'ampleur de la tâche, c'était un commencement, un signe de ma volonté. Je trouvai également une petite carte de visite que Solange m'avait glissée des mois plus tôt. Sur ce papier était inscrit le nom de Clémence Fontaine, une conseillère spécialisée pour les victimes de malveillance. À l'époque, j'avais juré de ne jamais appeler ce numéro, persuadée que je pourrais gérer la situation seule.
Quelle erreur monumentale j'avais commise par pur orgueil. Je cachais l'argent dans la doublure de mon vêtement, la carte dans mon linge intime, contre ma peau. Je devais garder ces outils de libération sur moi, invisibles, sécurisés. Puis je me regardais dans le petit miroir de ma coiffeuse, voyant le portrait de la violence sur mes traits. Avec une telle apparence, sortir sans attirer l'attention était impossible. Je devais attendre quelques jours, laisser les marques s'estomper, redevenir invisible pour préparer mon exil. Les jours suivants furent une représentation théâtrale de chaque instant. Je devins l'ombre parfaite, la mère soumise que Bastien croyait avoir définitivement brisée par la force. Je préparais ses repas en silence, baissais les yeux lorsqu'il me croisait, réagissais au quart de tour à ses moindres injonctions. Je lui offrais exactement l'image qu'il désirait, celle d'une femme vaincue domptée. Mais derrière mes paupières closes, mon silence, je planifiais chaque seconde de ma future évasion. Bastien se délectait de ma transformation apparente, persuadé d'avoir enfin établi son autorité suprême. Tu vois, maman, ce n'était pas si difficile de comprendre qui commande ici, me lança-t-il un dimanche alors que je lui servais son repas préféré. Maintenant que tu connais ta place, tout est beaucoup plus fluide, n'est-ce pas? Je me contentais d'un hochement de tête silencieux, masquant la nausée que son sourire me provoquait. Le lundi suivant, dès que j'entendis le moteur de sa voiture s'éloigner pour une rencontre avec ses amis, je me précipitai vers le téléphone, les mains tremblantes. Je composai le numéro de la carte avec la peur de voir la communication échouer. J'ai failli raccrocher au bout de la deuxième sonnerie, terrorisé par ma propre audace. Mais une voix chaleureuse, calme finit par répondre à l'autre bout de la ligne. C'était Clémence Fontaine, le simple son de sa voix fit vaciller mes dernières défenses. Je restai muette pendant plusieurs secondes, les mots bloqués par des années de honte, de silence forcé. « Bonjour, y a-t-il quelqu'un » demanda-t-elle avec une douceur infinie. « J'ai besoin d'aide » parvins-je enfin à souffler, ce furent les mots les plus difficiles que j'ai jamais prononcés. Avouer ma détresse, c'était admettre mon échec, admettre que j'étais une victime de mon propre sang. Mais Clémence ne porta aucun jugement, elle ne me demanda pas pourquoi j'avais tant attendu pour réagir. Elle me dit simplement « Je suis là pour vous écouter, prenez tout le temps qu'il vous faudra ». Je lui racontai alors l'indicible, les mots coulant comme l'eau d'un barrage qui cède. Je décrivis les humiliations, le contrôle financier, l'isolement de ces 7 années de ténèbres. Pendant que je parlais, je surveillais nerveusement la fenêtre, terrifiée à l'idée de voir Bastien revenir à l'improviste. Clémence m'écoutait sans m'interrompre, marquant des silences respectueux pour me laisser respirer. Lorsqu'elle prit enfin la parole, sa voix était ferme, dénuée de toute ambiguïté. « Marguerite, ce que vous vivez est un acte de malveillance grave, ce n'est en aucun cas votre responsabilité. Je peux vous aider à retrouver votre liberté, j'ai besoin que vous me fassiez une confiance absolue. Vous devez venir me voir à mon bureau dès maintenant. » Je consultai l'horloge, Bastien ne rentrerait pas avant plusieurs heures. « Je peux être là dans 40 minutes, répondis-je, le cœur battant à tout rompre. Je sortis de la maison sans son autorisation pour la première fois depuis des mois, chaque pas sur le trottoir me semblait être un acte de rébellion héroïque. Le soleil brûlait ma peau, une sensation que j'avais presque oubliée dans mon exil intérieur. Le bureau de Clémence se trouvait dans un bâtiment discret, à 6 rues de chez moi. En entrant, je fus accueilli par une femme d'une 50aine d'années dont le regard irradiait une compréhension immédiate. « Madame Richter, entrez je vous en prie », dit-elle en m'invitant dans un espace chaleureux qui sentait le café, la sécurité. Le bureau était petit accueillant, avec des plantes vertes, des photographies apaisantes au mur. Clémence s'assit en face de moi, non pas comme une autorité, comme une alliée égale. « Avant toute chose, sachez que ce qui vous arrive n'est pas normal, n'est pas acceptable, » commença-t-elle en me fixant droit dans les yeux. Un fils n'a aucun droit d'exercer une telle pression sur sa mère, absolument aucun. Entendre ces mots prononcés par une tierce personne me fit fondre en larmes, des sanglots profonds qui libérèrent des années de souffrance contenues. Elle me tendit une boîte de mouchoirs, attendit que je retrouve mon souffle sans jamais me bousculer. « Vous avez été forte pendant trop longtemps, Marguerite, il est temps de laisser les autorités, la loi prendre le relais. » Elle sortit un dossier, commença à me poser des questions techniques pour documenter la situation. Depuis quand vivait-il là? Quelle était la fréquence des incidents? Y avait-il des preuves matérielles? Je dus admettre que je n'avais rien conservé, que j'avais caché mes blessures, menti sur mes chutes.
Ce n'est pas grave, me rassura-t-elle, nous allons commencer dès aujourd'hui à constituer votre arsenal. Elle me demanda l'autorisation de photographier les traces encore visibles sur mon corps. Ce fut un moment d'humiliation intense, nécessaire. Je dus montrer ma lèvre fendue, mes côtes marquées, les traces de ses doigts sur mes bras. Chaque déclic de l'appareil était une preuve de ma souffrance, aussi un jalon vers ma future liberté. Une fois les preuves collectées, Clémence me présenta mes options. Une demande de protection immédiate, une plainte formelle, ou un départ vers une structure de repli. Mais quand elle mentionna le centre d'accueil, je ressentis une résistance farouche. C'est ma demeure, c'est moi qui l'ai payée avec mon époux, je refuse que Bastien m'en expulse, déclarai-je avec une fermeté qui me surprit moi-même. Clémence sourit avec une fierté manifeste. Dans ce cas, nous allons utiliser une autre méthode. Elle me présenta Maître Antoine Vallon, un homme de loi spécialisé dans la protection des personnes vulnérables, la récupération de biens. Maître Vallon arriva peu après, un homme d'un certain âge à l'allure sévère, dont la voix trahissait une grande humanité. Il s'installa en face de moi, ouvrit sa mallette, entra immédiatement dans le vif du sujet. « Marguerite, d'après ce que m'a transmis Clémence, votre dossier est solide, occupation abusive, agression physique, captation de ressources. Nous pouvons agir sur plusieurs fronts. Une ordonnance de protection, une procédure d'expulsion, la reprise de contrôle de vos comptes. Mais je dois vous prévenir, une fois que nous aurons franchi le pas, il n'y aura plus de retour en arrière possible. Êtes-vous prête à affronter son regard, sa colère pour retrouver votre vie ? Je regardais mes mains marquées par le temps, le labeur, repensais au sourire triomphant de Bastien, au vide de mes dernières années. Je suis prête, répondis-je, cette fois, ma voix ne trembla pas. Antoine Vallon étala plusieurs formulaires officiels sur le bureau. Nous allons demander une mesure de protection d'urgence. Avec les photographies, votre témoignage écrit, un représentant de l'autorité pourra l'émettre en moins de 48 heures. Cela interdira formellement à Bastien de vous approcher, de vous contacter ou de rester sur votre propriété sous peine de conséquences immédiates. J'écoutais ces explications comme s'il s'agissait d'une langue étrangère, stupéfaite de découvrir que la loi possédait des outils pour me protéger. Et s'il refuse d'obéir, murmurai-je, la peur me nouant de nouveau la gorge. Les représentants de l'autorité se chargeront de faire respecter la mesure, ne vous inquiétez pas pour cela, répondit-il avec assurance. Nous passâmes les heures suivantes à peaufiner le plan. Je devais d'abord me rendre à ma banque pour révoquer ses droits d'accès. Vous êtes la seule titulaire du compte, vous avez le droit absolu de bloquer sa carte, de changer tous vos codes d'accès, m'expliqua l'avocat. L'idée de me rendre à la banque, de poser ces actes concrets m'effrayait autant qu'elle m'excitait. Il faut agir avec une rapidité foudroyante, ajouta Antoine, car une fois qu'il s'apercevra du blocage, nous devrons être prêts à exécuter l'expulsion sur le champ. Je quittai son bureau avec un dossier volumineux, une liste de consignes strictes, un sentiment de détermination que je n'avais plus ressenti depuis des décennies. Je rentrai chez moi juste avant l'heure prévue du retour de Bastien, le cœur battant, l'esprit lucide. Je le trouvai dans le salon, une canette de bière à la main, totalement indifférent à mon retard de quelques minutes. « Tu as mis du temps pour de simples courses », grogna-t-il sans quitter l'écran des yeux. Je mentis sur la longueur de la file d'attente, me réfugiai dans la cuisine pour préparer le repas, mes mains agissant par pur automatisme. Le lendemain matin, à 9 heures précises, je retrouvai Maître Vallon devant ma banque. Nous fûmes reçus par une employée qui comprit immédiatement la gravité de la situation sans poser de questions indiscrètes. En moins de 30 minutes, j'avais une nouvelle carte, de nouveaux codes, le contrôle total sur mes ressources financières pour la première fois en 6 ans. Je sentis un poids immense s'envoler de mes épaules en franchissant le seuil de l'établissement. Nous nous rendîmes ensuite au tribunal pour déposer la demande de protection d'urgence, un bâtiment de béton froid protecteur. Je dus de nouveau relater mon histoire devant un représentant de la loi, transformant mes années de terreur en paragraphes officiels, cases à cocher. Votre demande est accordée à titre provisoire pour une durée de 15 jours, déclara enfin le magistrat après avoir examiné mon dossier. Durant cette période, une audience sera fixée pour que votre fils puisse s'expliquer. En attendant, il doit évacuer les lieux immédiatement sous surveillance. Le retour vers ma demeure se fit à bord d'un véhicule des autorités, avec Maître Vallon qui nous suivait. Le trajet me parut irréel, comme si j'observais ma propre vie depuis une dimension parallèle. En arrivant devant le perron, je vis la voiture de Bastien garée dans l'allée,
signe qu'il était présent à l'intérieur. Mon estomac se noua de terreur, la présence des 2 agents en uniforme à mes côtés me servit d'encre. Nous entrâmes dans la maison, le son de la télévision hurlant toujours dans le salon. Bastien était vautré sur le canapé, les pieds sur la table, son visage changea de couleur en voyant les uniformes franchir le seuil. « Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Pourquoi amènes-tu ces gens chez moi ?» hurla-t-il en se levant brusquement. « Ce n'est pas votre demeure, monsieur, » répondit l'un des agents d'une voix calme autoritaire. « Cette propriété appartient exclusivement à Madame Marguerite Richter. Nous sommes ici pour faire appliquer une mesure de protection immédiate. » Bastien me lança un regard chargé d'une haine si pure que je sentis le sang se glacer dans mes veines. « Tu m'as trahi, vieille folle, tu vas me le payer très cher, » éructa-t-il. L'agent s'interposa immédiatement entre nous. « Monsieur, vous avez 60 minutes pour rassembler vos effets personnels, quitter les lieux sous notre surveillance. » Bastien dut s'exécuter, sous l'œil vigilant des agents qui ne lui laissèrent aucune marge de manœuvre. J'attendis dans la cuisine, tremblante debout, écoutant le bruit de ses pas furieux à l'étage. 20 minutes plus tard, il redescendit avec ses sacs, me jetant un dernier regard méprisant avant d'être escorté vers la sortie. Quand j'entendis le bruit de son moteur s'éloigner, la porte d'entrée se refermer, un silence absolu retomba sur la maison. « Il est parti, Marguerite, vous êtes enfin chez vous ?» me dit maître Vallon en posant une main rassurante sur mon épaule. Je m'effondrai sur une chaise, incapable de retenir mes larmes. Ce n'étaient plus des larmes de douleur, de pure délivrance. Les agents restèrent encore un moment pour sécuriser les accès, m'expliquer la procédure à suivre s'ils tentaient de revenir. Une fois seul, je parcourus chaque pièce de ma demeure, reprenant possession de mon espace centimètre par centimètre. Je me rendis dans la chambre qu'il occupait, voyant le désordre qu'il avait laissé derrière lui, je décidai que ce nettoyage attendrait le lendemain. Cette première nuit de solitude fut la plus étrange de mon existence, aussi la plus paisible. Je me préparai un repas simple, savourant chaque bouchée dans le calme retrouvé de ma propre cuisine. Je m'endormis sans peur, sachant que Bastien ne franchirait plus ma porte au milieu de la nuit. 6 mois se sont écoulés depuis ce jour de libération, ma vie a subi une métamorphose totale. La demeure qui était ma prison est redevenue mon sanctuaire, peinte aux couleurs de l'espoir de la Renaissance. J'ai repris contact avec Claire, mes autres amis, nous nous réunissons désormais chaque semaine autour de cette table en damas. Bastien a été condamné à un retrait forcé dans un établissement fermé, après avoir tenté de me menacer de nouveau quelques semaines plus tard. Je ne ressens plus de haine envers lui, seulement une immense tristesse pour l'homme qu'il a choisi de devenir. J'ai transformé son ancienne chambre en atelier de peinture, chaque coup de pinceau sur la toile est un hommage à ma liberté retrouvée. Je travaille désormais comme bénévole dans une structure d'aide pour les femmes victimes de malveillance, partageant mon expérience pour leur donner le courage de dire « non ». Lors d'une réunion, Clémence Fontaine m'a remis un certificat attestant de la fin de mon parcours de reconstruction, le véritable diplôme était dans mon cœur. Elle me demanda ce qui m'avait donné la force de faire le premier pas après tant d'années de silence. J'ai simplement compris qu'il n'est jamais trop tard pour décider de vivre, lui répondis-je avec un sourire serein. Ce soir, assise sur mon perron face aux étoiles, je bois mon thé en écoutant le bruit lointain des vagues sur la côte. Bastien a été le méchant de mon histoire, j'ai choisi d'en être l'héroïne salvatrice, cette décision a tout changé. La maison derrière moi est pleine de lumière de vie, pour la première fois de ma vie, l'avenir m'appartient totalement. Je suis Marguerite Richter, je suis enfin libre.